Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de votre émission Au risque de l'histoire. À la fin du XVIe siècle, la France sort difficilement des guerres de religion. 8 guerres au total, véritable guerre civile qui aura duré un peu moins de 40 ans, de 1562 à 1598. Des dizaines de milliers de victimes, des massacres de sang-froid avec des violences d'une cruauté inouïe, une déshumanisation de l'adversaire, un contexte de peur omniprésente, de famine, d'épidémie et enfin un immense traumatisme psychologique profond et durable. Comment la France est-elle sortie de ce traumatisme? Comment a-t-elle su apaiser les haines? Comment le roi Henri IV, au-delà de sa conversion, va travailler à la pacification et à la réconciliation? Est-ce que finalement l'équilibre difficile, fragile tout à la fois, n'annonce pas les difficultés des règnes de Louis XIII? Autant de questions que je vais avoir le plaisir de poser à mes deux invités. Nicolas Leroux, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes déjà venu sur notre plateau afin d'évoquer ces guerres de religion. Vous avez publié chez Passé Composé ce livre extrêmement intéressant, Les guerres de religion, qui pour le coup n'est pas un regard français, mais un regard européen. Donc une histoire de l'Europe au XVIe siècle. Voilà un ouvrage qui est sorti il y a 2 ans, si mes souvenirs sont bons. Et votre actualité littéraire, c'est votre participation au livre, toujours chez Passé Composé, dirigé par Guillaume Piketty, Sortir de la guerre. Donc c'est un ouvrage, là aussi, collectif, dirigé par Guillaume Piketty. Vous ouvrez cet ouvrage par les guerres de religion. Fanny Giraudier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors j'ai oublié de dire que vous étiez professeur, professeur d'histoire à Sorbonne Université. Vous, Fanny Giraudier, vous êtes agrégée, docteur en histoire, chercheuse associée au laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes. Vous êtes professeur en lycée, c'est bien cela, dans la région lyonnaise, et vous avez publié votre thèse, c'est bien votre thèse dont il s'agit, Sortir des guerres de religion, chez nos amis des presses universitaires de Rennes, coédition avec le château de Versailles, a signalé le centre de recherche du château de Versailles, Sortir des guerres de religion, Henri IV, les nobles et la cour. Et vous avez préfacé, cher Nicolas, cet ouvrage. Alors, peut-être avant de nous plonger dans la façon dont les guerres de religion se terminent, peut-être rappeler en quelques mots, Nicolas Leroux, ce que sont ces guerres de religion dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Alors effectivement, on a tendance à dire 8 guerres de religion, de 1562 à 1598. 8 guerres, pourquoi? Parce qu'il y a 8 édits de pacification. Il y a 8 paix, s'il y a 8 paix, c'est qu'il y a 8 guerres. C'est un peu comme ça qu'on compte. En réalité, les troubles ont commencé avant, et moi j'aime bien faire commencer les guerres de religion en 1559, avec la mort inattendue du roi Henri II, qui ouvre une crise politique, une crise de succession ensuite. Donc il y a un événement politique, une fragilité de la monarchie, puis il y a un événement religieux, il y a l'apparition, le développement d'une communauté protestante, la nouvelle religion, hein, comme on dit en 1562 pudiquement, mais qui, jusqu'en 1562, est considérée comme une hérésie. Ces protestants se développent, s'affirment, sont protégés pour certains par quelques grandes familles, et en 1562, les guerres éclatent dans un contexte de tension. Quand la monarchie, c'est le paradoxe, tente d'accorder pour la première fois la liberté de culte à la nouvelle religion, la réaction, celle des grands seigneurs catholiques, le duc de Guise et quelques autres, c'est de prendre les armes, de faire une sorte de coup de force, et c'est ainsi qu'on entre dans une logique de violence qui va durer avec quelques interruptions, mais qui va durer pendant près de 40 ans, et c'est assez unique en Europe, cette longueur, cette douleur, ces difficultés, avec des moments d'acmé dans les violences, hein, la Saint-Barthélemy et les massacres de 1572, et puis la tentative de la part des gouvernants, et notamment de la reine-mère, Catherine de Médicis, de faire la paix inlassablement, de faire parler les ennemis de la veille, de réunir les adversaires, en essayant tout ce qu'elle a pu, et parfois la paix, la douceur, le dialogue, parfois la violence, c'est la Saint-Barthélemy. Et Henri IV arrive au bout de presque 40 ans de guerre dans une situation de gouvernement. Il trouve un royaume affaibli, dévasté, c'est la plus grande, la plus longue des guerres qui commence en 1585.
quand les grands seigneurs catholiques, justement, le duc de Guise et d'autres, prennent les armes pour refuser toute forme de tolérance religieuse et obligent Henri III à revenir sur tous ces édits de pacification. Et Henri IV, Henri de Navarre d'abord, Henri IV, roi de France, et de Navarre ensuite, doit recomposer, recoudre un royaume entièrement déchiré, affaibli, et il y arrive. De mémoire, parce que je vous avais reçu pour 3 émissions sur Storia Voce, vous expliquiez que finalement les morts, il y avait plus de morts à cause des épidémies, à cause des famines, si mes souvenirs sont bons, qu'à cause de la guerre en elle-même. Alors la guerre au XVIe siècle, elle est rarement très longue. La première guerre de religion dure 1 an, la deuxième à peu près pareil, la troisième est plus dure, elle dure 2 ans. La dernière, 1585-98, est très très longue, mais les batailles sont rares, sont surtout des sièges. En revanche, c'est la société tout entière qui se disloque. Dans les années 1580-90, les circuits d'approvisionnement s'effondrent, les récoltes sont faibles et la population stagne, la population de Paris baisse même, dans les grandes villes ça baisse, ça remontera plus tard, mais effectivement c'est plutôt la dislocation de la société qui a un effet sur la mortalité qui est considérable. Il ne faut pas nier cependant le poids de la violence massacrante. On massacre en France et on massacre au nom de Dieu ce qui est assez unique en Europe. Il y a de la violence de guerre aux Pays-Bas, on tue les garnisons, on massacre quand on prend des villes parfois. Mais en France, on tue de sang-froid des hérétiques, parce qu'ils sont hérétiques au moment de la Saint-Barthélemy, et ça, il y a peu d'équivalent en Europe. Alors, venons-en à Henri IV, parce que c'est vrai que tout le monde a en tête Paris vaut bien une messe. Est-ce que Henri IV s'est converti plusieurs fois, puis a abjuré. Voilà. Est-ce que sa dernière conversion, le 25 juillet 1593, est un pur calcul politique ou bien une véritable évolution spirituelle ? Alors, c'est toujours difficile de juger. Les cœurs. Oui, tout à fait. De juger les consciences, et surtout en le faisant plusieurs siècles plus tard. Donc après, on voit bien dans l'évolution en fait du règne et les débuts du règne d'Henri IV que assez rapidement, il se rend compte qu'il va falloir quand même se rallier les catholiques pour pouvoir établir son autorité sur l'ensemble du royaume, puisque, comme l'a souligné Nicolas Leroux, quand Henri III meurt et laisse place donc à Henri IV, il y a un certain nombre de provinces qui se révoltent donc contre Henri IV, qui ne reconnaissent pas son autorité, et assez rapidement, il comprend quand même que il va falloir composer avec ces catholiques, y compris dans son entourage et dans son entourage protestant. Certains comprennent aussi que la conversion est presque une obligation finalement pour pouvoir rétablir en tout cas la paix avec les catholiques et rétablir l'harmonie dans le royaume. Donc ça, disons que plus qu'un calcul politique, ça devient assez rapidement une évidence dans un but de pacification aussi du royaume. Nicolas Leroux. Alors l'historien, effectivement, comme Fanny Giraudier l'a dit, ne juge pas les consciences. C'est pas son travail. Lui, il s'intéresse aux documents, aux sources, donc aux textes. Et Henri IV est un homme politique puissant, brillant, qui a conscience en 1593 qu'il est un peu dans une impasse et que le moment est venu de faire le saut périlleux. Ça, c'est la formule qu'il emploie. Il va faire le saut périlleux. Est-ce que il y a du calcul, évidemment, il fait de la politique. Il est devant une impasse devant la résistance ligueuse. Il a aussi la conscience très forte d'être dans la main de Dieu. Là, il le dit constamment, Dieu l'a élu, Dieu l'a choisi, Dieu l'a porté sur le trône de France. C'est une destinée inouïe. Et c'est effectivement une destinée inouïe. Ce petit prince du Sud-Ouest n'était absolument pas destiné à devenir roi de France. Et il est devenu roi de France de façon tellement extraordinaire que ça ne peut s'expliquer que par cette protection divine. Et une fois roi de France, il a finalement le sentiment que sa destinée est d'être catholique, parce que le roi de France est catholique depuis toujours. C'est la boucle est bouclée. Et ce qui est intéressant, c'est la publicité qu'il fait un peu aussi autour de cette conversion, puisque il annonce en fait cette conversion, il invite notamment les nobles à venir assister à sa conversion, donc il en fait vraiment aussi un geste politique finalement de cette conversion. Alors justement, vous parlez des nobles, on va voir l'édit de Nantes, etc. Et c'est vrai que
nous Français, on est attachés au texte, à l'écrit, à la loi, et que cet édit de Nantes focalise notre attention. Mais vous êtes focalisé véritablement sur la noblesse, au fond, sur l'entourage du roi. Et vous montrez que la pacification ne passe pas seulement par des textes, mais par le rétablissement d'une cour royale capable de rassembler les nobles des deux confessions. Oui, ce qui me paraissait intéressant, c'était de montrer aussi comment finalement on fait coexister au sein de la cour des nobles qui ont pris les armes les uns contre les autres, qui se sont entretués, qui se sont battus les uns contre les autres pendant des années. Il y a des clans qui se sont formés, on a parlé des Guises. Du côté des protestants, il y a aussi des grandes familles qui ont pris les armes et qui se sont battues donc, contre les armées catholiques. Donc moi, ce qui m'a intéressé aussi dans ma thèse, c'était de me dire comment on va réussir finalement à rétablir une harmonie, à rétablir une forme de coexistence entre ces familles. Et on voit que finalement la cour est un instrument aussi de pacification, puisque Henri IV va tenter de finalement recomposer son entourage et de redistribuer un peu les charges à la cour pour s'assurer des fidélités et pour faire en sorte en fait d'intégrer aussi bien la noblesse protestante qui finalement paraissait plutôt acquise à sa cause puisqu'elle le suivait depuis ses débuts en tant que roi de Navarre, mais aussi les grands catholiques qui, eux, s'étaient battus finalement contre lui au début de son règne et qui se ralliaient progressivement. Et on le voit notamment dans certains services je pense par exemple aux gentilshommes de la Chambre, aux services de chasse, qui sont des services dans lesquels le roi ne va pas hésiter à distribuer des charges, à rallier justement d'anciens ligueurs en leur donnant certaines charges dans les services de chasse, dans la chambre du roi, pour s'assurer finalement de leur fidélité. Donc on voit là aussi l'intérêt de cette maison du roi en tant qu'outil politique et qui va permettre finalement de faire se rencontrer à nouveau ces gens qui s'étaient... de faire vivre ensemble ces gens qui se faisaient la guerre hier. Tout à fait, et en même temps de faire en sorte qu'il y ait... de faire taire un peu les rancœurs qui avaient pu naître depuis finalement les premiers conflits religieux. Nicolas Roux. Oui, ce qu'elle a montré, Fanny Giraudier, c'est effectivement le rôle essentiel et s'intéresser au fonctionnement de cette institution qui est la cour, dans laquelle le roi vit réellement. C'est pas seulement les textes, pas seulement les idées, c'est de montrer comment concrètement il faut faire vivre ensemble les adversaires de la veille dans tous les domaines, et là, au service du roi. Donc on va pouvoir même partager des charges entre des catholiques et des protestants, entre des gens qui ne s'aiment pas forcément d'ailleurs, et le roi doit composer avec d'un côté ses fidèles depuis toujours, qui l'ont servi depuis qu'il était roi de Navarre. La plupart sont protestants, mais il y a aussi quelques catholiques, les anciens fidèles d'Henri III, et puis les ligueurs, les catholiques, disons, les plus zélés, qui ont mis très longtemps à le reconnaître, et donc il a trois ensembles à essayer de faire vivre ensemble, et c'est très difficile, mais il y arrive à peu près. Alors Henri IV est sacré à Chartres le 27 février 1594. Pourquoi il n'est pas sacré à Reims ? À Reims, c'est difficile d'accès à ce moment-là parce que les ligueurs, donc les catholiques zélés, sont puissants en Champagne. C'est la région des Guises, donc il ne tient pas Chartres, il ne tient pas Reims, donc il est obligé d'aller dans une ville qu'il a reconquise, en l'occurrence Chartres. Où il y a une grande cathédrale, un sanctuaire marial très prestigieux, donc il n'y a pas la Sainte-Ampoule que d'habitude on utilise, mais c'est pas grave, on en trouve une autre qu'on fait venir de Marmoutier, une abbaye très ancienne à côté de Tours, et la cérémonie se passe très bien, ce qui montre, et personne ne remettra en question la puissance, la force, la réalité de ce sacre, différent des autres. Même ses ennemis. Même ses ennemis, parce que c'est le sacre, c'est quand même le sacre, il a été fait dans des formes particulières, mais qui sont les formes habituelles. C'est pas l'archevêque de Reims qui officie, mais c'est pas grave, c'est pas au bon endroit, mais c'est pas grave, c'est pas la bonne ampoule, mais c'est pas grave, le rite est respecté néanmoins, et ça prouve la plasticité aussi des institutions. On se dit le sacre c'est comme ça depuis toujours, en fait non, ça peut changer, ça peut s'adapter, même si là les circonstances sont quand même très spéciales.
Oui. Il faut voir aussi que dès les débuts, Henri IV arrive à s'entourer finalement de prélats qui vont assez rapidement soutenir sa cause. Et finalement, dès le début, il réussit à conquérir quand même certains représentants de l'Église catholique. On les retrouve notamment dans la chapelle du roi aussi, qui est instituée en fait dès sa prise de pouvoir en 1589-1590. On retrouve les charges d'aumônier du roi. Voilà. Donc il y a un entourage catholique quand même avant qu'il soit converti. Donc, il ne faut pas imaginer non plus qu'on puisse totalement remettre en question cette cérémonie, puisqu'il est soutenu vraiment par des membres éminents de l'Église catholique, qui vont officier justement pendant ce sacre. Loi salique qui fait qu'Henri IV doit être le roi, victoire militaire, ralliement progressif de la noblesse. Est-ce qu'il y a aussi une forme de fatigue d'un conflit qui dure depuis plusieurs décennies et qui facilite, par exemple, le fait que des évêques rallient Henri IV ? Effectivement, alors la grande noblesse et donc les évêques se partagent en différents camps, des ligueurs, des royaux, puis des gens qui essayent de rester entre les deux, ce qui est normal. Et il y a une fatigue, effectivement, une fatigue de la guerre, puisque, on l'a dit, la dernière guerre de religion dure pendant extrêmement longtemps. C'est pas normal de faire la guerre pendant 15 ans pratiquement. Et donc il y a effectivement une terrible fatigue de la guerre avec des gens qui n'aspirent qu'à la paix, y compris du côté de la Ligue. Beaucoup de ligueurs sont au fond des rebelles un peu malgré eux, qui sentaient qu'il était impossible d'obéir à un roi qui n'était pas catholique. Mais une fois que celui-ci est engagé dans le processus de conversion, se convertit, est sacré, et puis finalement entre dans Paris en mars 1594, beaucoup de gens capitulent finalement, les villes négocient et le roi est habile. Le roi est habile, c'est un roi de guerre, mais c'est aussi surtout un roi de paix. Donc il préfère négocier plutôt que de faire la guerre. Négocier, ça coûte cher, ça prend du temps, mais ça coûte toujours moins cher que d'assiéger une ville. Et donc il pardonne. Il pardonne pratiquement à tous ses anciens adversaires et c'est ainsi qu'il obtient leur ralliement. Alors c'est important, surtout sur Catéo, c'est le pardon qui a permis la réconciliation. C'est la politique de la monarchie depuis la première guerre de religion et depuis le premier édit de paix de 1563. On pardonne, on oublie, on amnistie, sauf quelques cas absolument exécrables, comme on dit au XVIe siècle, le viol, l'incendie criminel, mais on oublie. La guerre n'a pas eu lieu, il ne s'est rien passé, les anciens adversaires doivent vivre ensemble et c'est ce qu'on essaye de faire depuis donc presque 40 ans, alors ça marche plus ou moins bien, mais néanmoins, le pardon est essentiel, et Henri IV est habile en se mettant en scène comme un roi qui pardonne à ses anciens adversaires, ça renforce sa légitimité. Les nobles se pardonnent entre eux ? Oui, il y a quand même quelques tensions qui perdurent. Il y a une petite anecdote entre notamment le fils du duc de Mayenne qui faisait partie donc des ultra-catholiques et le fils de Saint-Luc qui se bousculent à la cour et voilà, ça crée une petite polémique, on dirait aujourd'hui, à la cour, où Henri IV dit je ne veux plus de ces gestes-là à la cour, je veux que mes nobles vivent en harmonie. Donc on sent, là on est au tout début vers 1596, on sent qu'il y a encore des tensions. Il y a des animosités qui perdurent, mais qui ne sont pas forcément plus, en tout cas, fondées seulement sur des antagonismes religieux, qui peuvent aussi être des rancœurs plus anciennes, notamment pour l'accès à certaines charges, et qui ne vont plus être uniquement religieuses. Mais globalement, il y a par exemple le cas des Guises, on en parlait, qui réintègre de façon assez impressionnante l'entourage du roi et qui deviennent finalement, qui se présentent comme les fidèles d'Henri IV, régulièrement présents aux fêtes de cour, régulièrement présents auprès d'Henri IV, et les femmes de Guise notamment qui vont être assez, on va dire, malines pour finalement se rallier aussi bien à la sœur du roi quand elle arrive en cour, à la maîtresse royale Gabrielle d'Estrées quand elle est au sommet de sa gloire. Et ensuite, elles vont faire partie aussi de la compagnie de Marie de Médicis et devenir vraiment des confidentes de Marie de Médicis, notamment la duchesse de Guise et sa fille, la princesse de Conti. Donc, il y a quand même
une concorde assez remarquable et un retour assez remarquable de certaines familles qui pourtant paraissaient complètement opposées à l'arrivée d'Henri IV au pouvoir. Alors tout ça prend du temps, parce que je rappelle la chronologie, 1593, abjuration d'Henri IV du protestantisme, sacre quelques mois plus tard, donc en juillet 93, abjuration, en février 94, sacre à Chartres, mais il faut attendre 1598 pour avoir d'abord la paix de Vervins avec l'Espagne, puisqu'on est en guerre avec l'Espagne qui est catholique, l'édit de Nantes, on va y revenir, et la soumission du dernier chef ligueur, le duc de Mercœur. Qui était ce duc de Mercœur ? Alors le duc de Mercœur, c'est un personnage extraordinaire, c'est un prince de la maison de Lorraine, donc là, cette grande famille issue des ducs de Lorraine, qui sont des princes d'empire, dont l'une des branches cadettes, c'est les Guises, mais les Mercœur, ils appartiennent à la famille ducale de Lorraine, et le duc de Mercœur est nommé gouverneur de Bretagne par Henri III. Il épouse une grande héritière bretonne, ce qui lui renforce sa légitimité. Par ailleurs, c'est le demi-frère de la reine de France, la femme d'Henri III. Donc il est très proche d'Henri III à l'origine, c'est quasi une sorte de fils, ou de frère plutôt, pour Henri III, qui lui donne beaucoup d'honneur et de charge. Mais c'est un prince très catholique. C'est un prince ultra-catholique, et donc à partir de 1585, c'est l'un des fervents partisans de la Ligue, donc hostile absolument à toute forme de tolérance, hostile à Henri IV quand celui-ci devient roi en 1589, et c'est le prince qui va le plus longtemps rester en armes, refuser absolument de capituler, contrairement à ses cousins Mayenne, etc., etc. Et donc c'est le dernier à capituler. Entre-temps, il s'est même donné au roi d'Espagne. Il s'est pratiquement déclaré sujet du roi d'Espagne, qui finance la Ligue en Bretagne. Il y a des garnisons espagnoles dans certains ports bretons, et c'est le dernier à se rendre. Donc en début de l'année 1598, le roi, c'est l'année miraculeuse pour Henri IV, 1598, puisqu'il arrive à la fois à faire la paix avec les Espagnols, à faire la paix avec le dernier des ligueurs, donc le duc de Mercœur, et c'est pour ça, et à publier cet édit à Nantes, capitale du duché de Bretagne, ville très catholique tenue par le duc de Mercœur et sa femme, et donc c'est pour ça que c'est dans cette région que tout se passe. Pourquoi Nantes, en fait ? C'est parce que, justement, il y a le duc de Mercœur qui est là ? Oui, c'est essentiellement ça. Il y a un château ducal, c'est la dernière ville ligueuse. C'est la dernière ville ligueuse. C'est le dernier bastion. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est une ville qui était vraiment tenue par les Mercœur, avec des prédicateurs religieux très, très éloquents, on va dire. Et c'était, donc en Bretagne, il y a deux grandes villes qui se détestent, Rennes et Nantes, et Rennes est restée royaliste, Nantes est passée à la Ligue. Il y a aussi une logique d'affrontements régionaux dans à peu près toutes les provinces du royaume. Et Nantes était donc le dernier bastion. Est-ce que on parle généralement de l'édit de Nantes comme un édit de tolérance ? Est-ce que c'est notre tolérance à nous, ou est-ce qu'il s'agit d'une tolérance ayant un autre sens que celui que nous lui donnons aujourd'hui ? Alors, nous sommes tous très tolérants, nous donnons un sens positif à ce mot. Le mot au XVIe siècle, il est rare, il est très rarement employé, il n'y a jamais marqué sur un édit royal, édit de tolérance. Ce sont des édits de pacification, on fait la paix, et la tolérance est un moyen de la paix, mais le but, c'est la paix. Et donc, dans tous ces édits de pacification, on retrouve à peu près les mêmes mesures. Depuis 1563, depuis le premier, l'édit de Nantes ne fait que suivre une très longue histoire en précisant, c'est un très long texte de très nombreux articles, il est très précis, c'est ça son originalité surtout, puis il vient à la fin des guerres, mais il reprend des choses qui sont toujours là, c'est-à-dire l'amnistie, le pardon, l'oubli, et la liberté de conscience, c'est-à-dire qu'on laisse les gens être protestants s'ils le veulent, et puis surtout le vrai problème, c'est la liberté de culte. Donc on accorde la liberté de culte, le droit de se réunir pour célébrer le culte et faire les cérémonies religieuses, aux gens de ce qu'on appelle la religion prétendue réformée, c'est l'expression depuis 1568, qui est une expression qui dit bien qu'elle n'est pas vraiment réformée. Ce qu'on appelait la RPR. La RPR, mais dans la bouche du roi, dire religion prétendue réformée, ça veut dire qu'elle n'est en réalité pas réformée, en réalité elle est déformée. Et la seule vraie religion est catholique et romaine, c'est l'ancienne religion, mais à cette religion prétendue réformée, on accorde des privilèges dans une logique d'ancien régime. Tout dépend du roi. Le roi est la seule
source de la loi, et il donne des privilèges à une communauté particulière. Ça pourrait être une corporation de bouchers, hein, là c'est les protestants, et il leur donne donc le droit de se réunir sous conditions à certains endroits, plus quelques garanties militaires, etc., etc. Mais le but premier de tous ces édits de pacification, c'est d'assurer la paix, c'est de rétablir le catholicisme partout. Même là où on n'a pas célébré la messe depuis 40 ans, elle doit être célébrée de nouveau. Et donc tout cela se fait à l'issue d'une longue habitude d'apprentissage de la façon de mettre fin à la guerre civile, et l'édit de Nantes en est le résultat. Fanny Giraudier. Oui, il y a quand même. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a quand même une volonté aussi effectivement, de rétablir le culte catholique. On le voit également à la cour, puisqu'on a une action de conversion en fait à la cour. On a justement ces prélats qu'on retrouve qui vont tenter de convertir l'entourage protestant du roi. Donc il y a une tolérance, certes, effectivement, dans un but de pacification, mais on n'abandonne pas pour autant l'objectif de rétablir le catholicisme. Hein. L'unité, oui. Et c'est très clair, notamment avec le cardinal Duperron, hein, qui est un qui va vraiment se consacrer à cette tâche à partir notamment de la promulgation de l'édit de Nantes, qui va tenter de convertir Catherine de Bourbon, la sœur du roi, qui va tenter de convertir d'autres membres de l'entourage, qui va avoir des échanges très vifs, notamment avec Philippe Duplessis-Mornay, donc, qui était un conseiller protestant d'Henri IV. Donc, voilà, il y a une tolérance, et ça, on retrouve quand même dans les lettres, notamment d'Henri IV, cette prudence vis-à-vis de la liberté de conscience, alors qu'on n'appelle pas non plus comme ça à cette époque-là, mais en tout cas, il dit souvent qu'on ne peut pas forcer, on ne peut pas forcer la conscience, on ne peut pas forcer, à adopter telle ou telle religion, mais l'objectif, c'est quand même de s'assurer que le culte catholique soit rétabli, et y compris à la cour, y compris dans l'entourage royal. La tolérance, c'est le fait de supporter, au sens ancien, supporter temporairement quelque chose d'insupportable. La nouvelle religion, elle est insupportable, elle est fausse, elle n'est pas vraie. Mais elle est là. Et pour obtenir la paix, et ensuite obtenir à la fin, un jour, la réunification religieuse, c'est-à-dire la concorde, le but de cette politique, c'est un jour la concorde, c'est-à-dire la réunion des cœurs, l'unité, sous une forme qui sera catholique, espère-t-on, mais ça n'appartient qu'à Dieu. En attendant que Dieu décide de réunir les cœurs, quand il le voudra, le roi a un devoir, c'est de mettre fin à la guerre. Et c'est seulement par la paix qu'on pourra revenir un jour, pense-t-on, à la concorde. Vous êtes sur KTO TV et KTO Radio. Je reçois Nicolas Leroux, professeur à Sorbonne Université, et Fanny Giraudier, agrégée et docteur en histoire, spécialiste donc des guerres de religion. Et nous voyons comment finalement la France est sortie de ce moment si particulier, absolument terrible, des guerres de religion qui ont duré plusieurs dizaines d'années. Je reviens vers vous, Fanny Giraudier. Quelle était la perception, alors j'entends bien justement l'idée de tolérance, moment un moment de passage vers un retour vers l'unité, vers la concorde, etc. Mais comment était perçu par les nobles protestants cet édit de Nantes? Est-ce que c'est un moment où ils se disent on va souffler, on va pouvoir aussi avoir des places fortes, parce qu'il y a une partie de l'édit de Nantes avec toute une partie secrète qui permet aux protestants d'avoir des places fortes? Oui, il y a quand même une satisfaction. Oui, il y a d'abord un souci des protestants pour assurer leur sûreté et faire en sorte que finalement que les communautés protestantes soient protégées, notamment en ayant justement ces places de sûreté dans certaines villes. On a donc des seigneurs protestants qui sont aussi responsables de ces communautés. On le voit dans les échanges réguliers, la correspondance qui peut exister entre des communautés protestantes et des grands seigneurs qui sont très soucieux, très inquiets de préserver la sûreté de ces communautés, de faire en sorte qu'elles soient protégées des attaques, qu'il n'y ait plus de massacres, qu'il n'y ait plus non plus de persécutions qui se poursuivent même après l'édit de Nantes. Après, il y a quand même la conscience assez rapide d'avoir perdu un chef
qui était Henri de Navarre, qui est devenu Henri IV. Donc le parti protestant a quand même perdu son chef. Donc il faut aussi imaginer un parti protestant qui va se recomposer un petit peu, avec des grandes familles qui vont tenter de prendre le dessus, notamment sur les assemblées protestantes. Donc là, il y a aussi cet après-édit de Nantes, ça va être l'occasion de peut-être de revoir un peu l'influence de certaines familles, grandes familles protestantes. Donc je pense au duc de Bouillon, je pense au duc de la Trémousse sur ces assemblées protestantes. Et là, l'idée en fait pour ces protestants, ça va être surtout de protéger leur liberté, de protéger les libertés qui ont été acquises. Je pense qu'assez rapidement, ils se rendent compte que voilà, ça ne pourra pas aller plus loin que ce qui a été donné par l'édit de Nantes. Par contre, dans l'après-édit de Nantes, on voit qu'il y a un souci très régulier de faire en sorte que ces libertés ne soient pas remises en question, et notamment localement, puisque, comme on l'a vu à la cour, a priori, il y a une bonne entente qui est voulue par le roi, il y a une forme d'harmonie, il y a quand même aussi des règles de civilité qui s'imposent aussi à la cour, qui font que, voilà, on est d'accord, on est tolérant, mais il faut voir aussi au niveau plus local des inquiétudes qui persistent pour que les persécutions cessent et que les communautés protestantes soient bien protégées. Donc c'est une forme de satisfaction, mais en même temps une conscience qu'on ne pourra pas vraiment acquérir plus de droits. La question des places de sûreté, on a tous en tête en fait évidemment les Trois Mousquetaires. On se dit que c'est un pari dangereux pour l'avenir, d'autant plus que tout ce qui concerne les places de sûreté, sauf erreur de ma part, font partie dans l'édit de Nantes sur les 4 textes, il y en a 2 secrets. Est-ce que ça ne révèle pas la fragilité de l'équilibre ? Alors ces places de sûreté, l'édit de Nantes, il ne les invente pas. Ça a été inventé en 1570, après la Troisième Guerre civile qui a été très très dure. Où, paradoxe, l'édit de pacification de Saint-Germain dit « il faut tout oublier », et puis après il dit « mais comme on ne peut pas oublier, à cause des violences, et que les protestants vont garder la mémoire, on leur accorde 4 places de sûreté », l'expression arrivera plus tard. Et depuis 1570, les édits accordent aux protestants, mais parfois on peut même accorder des places de sûreté aux ligueurs catholiques à l'époque d'Henri III, donc des places dans lesquelles ils peuvent garder des capitaines, des garnisons, même en temps de paix. Ce qui, dans la mentalité de l'Ancien Régime, est totalement incompréhensible. La guerre, la paix, on licencie les troupes, il n'y a plus de troupes. Il n'y a pas vraiment d'armée permanente. Et puis en plus, payée par le roi. Donc c'est la preuve que la mémoire ne peut pas être abolie, qu'on ne peut pas oublier, et qu'on est mort de peur, même en temps de paix. Et donc pour apaiser cette peur, le roi accorde temporairement le droit de conserver un endroit où on peut se réfugier, où on peut se protéger parce qu'on n'a plus confiance. Les protestants, depuis 1570, n'ont plus confiance. Et le roi en prend acte. Et on reprend ça jusqu'à l'édit de Nantes. Alors, avec l'édit de Nantes, il y a énormément de places de sûreté qui ont des statuts très, très divers, des très grandes villes, on pense à La Rochelle, et puis des toutes petites qui vont, c'est pour certaines, assez rapidement disparaître. Mais néanmoins, c'est la preuve que la confiance n'est toujours pas là, qu'il faut conserver la possibilité de se défendre au cas où. Au cas où. Et de fait, dans les années 1620, les protestants du Sud-Ouest seront terrorisés, et fermeront leurs portes devant les armées de Louis XIII, et ce qui entraînera parfois des sièges et des massacres. Mais donc oui, c'est le fait que même si c'est la paix, l'oubli en réalité est impossible. Et la peur, elle est toujours sous-jacente. La peur est toujours là. La peur est toujours là. Il y a aussi ce qu'on appelle les chambres mi-parties. Que sont ces chambres mi-parties et en quoi ce mécanisme permet une réconciliation, une conciliation ? Alors, ce sont des chambres de justice qui sont composées de magistrats catholiques et protestants. Et l'idée, c'était surtout de donner la possibilité au sujet de la religion prétendue réformée de pouvoir faire appel, avoir une cour de justice qui soit, impartiale, on va dire, et qui ne soit pas complètement acquise au parti catholique, notamment pour les sujets de la religion prétendue réformée. Donc c'est une volonté de cohabiter, de faire cohabiter les deux confessions dans un cadre juridique
Si on veut être très voir le côté rose de l'existence, oui. Si on veut voir le côté sombre, ces chambres de l'édit, nous on les appelle chambres mi-parties, on les appelle chambres de l'édit parce que c'est les chambres de l'édit de pacification, Nantes, oui. et l'édit de Nantes en l'occurrence, mais là encore ça a été inventé bien avant, en 1576, et ça a été repris ensuite. C'est la preuve, là encore, que les protestants ont peur et qu'ils n'ont pas confiance dans la justice du roi, dont les magistrats sont catholiques. Ils ont obtenu en 1576 que dans les parlements, donc les cours de justice souveraines, les plus grandes cours de justice, les cours d'appel, il y ait des magistrats protestants pour juger les affaires qui concernent les protestants, parce qu'on n'a plus confiance dans la justice du roi. Alors, ces chambres, elles vont perdurer, se transformer, disparaître pour certaines, mais il y en a à Paris, il y en a à Castres pour Toulouse, etc. etc. Mais c'est la preuve qu'on n'a pas confiance dans la justice du roi. C'est une garantie. Les places de sûreté, c'est pour se réfugier. Les chambres mi-parties, c'est pour avoir une justice dont on espère qu'elle sera impartiale. Mais c'est que la peur est toujours là, en fait. Et c'est assez représentatif lors de la dispute, enfin ça commence par une dispute entre le duc de Bouillon qui est protestant et le roi en 1602. Donc le roi demande au duc de Bouillon de venir se justifier parce qu'il est suspecté d'avoir manœuvré contre le roi. Et en fait, une des premières choses que va faire le duc de Bouillon, c'est justement rejoindre la chambre de l'édit de Castres pour demander à être entendu par cette chambre de justice, qui montre aussi que là, il y a une certaine défiance. Et pour lui, c'était aussi un moyen de rallier les sujets protestants à sa cause, mais ça témoigne bien aussi de l'utilisation finalement de ces chambres pour montrer d'une certaine défiance envers des institutions qui étaient jusque dans les années 1598 plutôt défavorables aux protestants. Le roi doit intervenir dans ces chambres ? Alors, les parlements ont beaucoup de mal à enregistrer l'édit de Nantes pour des tas de raisons, et les chambres de l'édit, les parlements ne les aiment pas, évidemment. Alors après, le roi n'est pas censé intervenir directement dans leur fonctionnement, mais elles vont fonctionner. Le Parlement enregistrait la loi. Oui, le Parlement va enregistrer les lois, ou les textes du roi, n'ont de valeur de loi qu'une fois enregistrés par les cours souveraines, les parlements. Et là, il y a un bras de fer entre le roi et ses différents parlements, certains refusant très 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 longtemps, à Rouen notamment, d'enregistrer l'édit de Nantes pour toutes les mesures dont on vient de parler, qui sont jugées incompatibles avec le principe de catholicité. Est-ce que la cour est fragilisée, Fanny Giraudier, parce que est-ce que Henri IV hérite d'un système de cour fragilisé ? Comment parvient-il à réintégrer progressivement cette noblesse, en dépit de la peur ? Parce qu'on a toujours l'image du film, j'ai oublié, avec Isabelle Adjani. La reine Margot. La reine Margot, où ils se regardent les uns les autres avec à la fois ce sentiment de peur, de violence, de prêt à sortir l'épée, etc. Est-ce que c'est la personne du roi qui arrive à faire en sorte que finalement tout le monde se réunit, ou est-ce que chacun arrive à y mettre du sien pour faire en sorte qu'il y ait cette pacification ? Alors, est-ce qu'il hérite d'une cour fragilisée ? Il faut revenir un peu, justement, ça c'est Nicolas Leroux qui l'a montré, sur la codification qui a été mise en place notamment par Henri III de la cour, qui a pu lui être reproché en partie justement d'avoir voulu établir un cérémonial assez fixe, des cérémonies qui mettaient une distance finalement entre lui et ses sujets. Donc il y a ces reproches-là qui sont quand même appréhendés par Henri IV. Il y a une fragilité aussi due à la situation du royaume quand lui arrive au pouvoir, puisque, comme je l'ai dit, une partie de ses sujets ne le reconnaissent pas comme roi légitime. Paris, notamment, n'est pas entre les mains d'Henri IV avant son entrée, donc le 22 mars 1594. Donc il a du mal aussi à établir un siège visible, une cour finalement, un endroit où rassembler tous ces nobles. Au début, ça va être un peu à Tours, puis à Mantes, et finalement à Paris quand il arrive en 1594.
Après, du côté des nobles, il faut aussi se rendre compte que ces nobles qui reviennent à la cour, leur idée n'est pas forcément de recréer une harmonie parfaite au sein du royaume. Il y a quand même beaucoup de nobles qui retournent à la cour parce qu'ils sont conscients d'avoir une certaine place dans le royaume, parce qu'ils ont aussi une place à défendre au sein de la hiérarchie nobiliaire et qu'ils prennent assez vite conscience que cette place se défend à la cour auprès du roi, en obtenant des charges, en participant à des fêtes, à des cérémonies royales. Donc cette coexistence autour du roi, elle se fait surtout parce que c'est un centre de pouvoir et pas simplement parce qu'on a envie de redonner la main aux ennemis d'hier. Donc le malaise persiste ou pas ? Il y a un malaise quand même persistant, même si la vision qui est celle du film de la reine Margot est un peu romancée et qu'il y a quand même eu un changement, il y a quand même une pacification qui est actée, mais on sent quand même qu'il y a toujours des tensions et qu'il y a des familles qui resteront irréconciliables, notamment entre catholiques et protestants. Par contre, on constate aussi, et ça on le voit en lisant certaines correspondances, que malgré le retour de l'arrivée de Marie de Médicis et le fait qu'on ait un retour assez marqué des grandes familles catholiques, les duchesses protestantes, par exemple, ont leur place aussi à la cour et notamment aux côtés de Marie de Médicis. Je pense à Louise de Coligny, qui est quand même une figure du protestantisme, qui partage le quotidien de la cour, et qui, dans ses lettres, en tout cas, ne fait pas mention de menaces particulières qu'elle pourrait sentir à la cour, mais qui ne veut pas, par exemple, laisser la préséance aux Guises lors de certaines cérémonies et qui est bien décidée à défendre la place et l'honneur de sa famille au sein de la cour. Il reste 10 minutes. Je voudrais en venir à l'état de la population, parce que il faut se replacer dans le contexte. Il y a eu des famines, il y a eu des razzias, il y a eu des massacres. Et donc, c'est toute une génération, voire 2 générations qui sont marquées par cela. Est-ce que ce malaise qu'on évoque au sein de la noblesse existe aussi au niveau de la population et voire même à un niveau plus important d'une rancune tenace qui restera encore 1-2 générations plus tard? Effectivement, il faut se mettre dans l'esprit que jamais une guerre n'a duré aussi longtemps. Au XVIe siècle, même avant, la guerre de 100 ans n'a pas duré 100 ans. En réalité, il y a eu beaucoup de périodes de non-guerre. Là, les conflits ont été quasi permanents pendant une période extrêmement longue. Donc le royaume est très fragilisé et on a effectivement des gens qui vivent pas très très vieux au XVIe siècle, qui auront vécu toute leur vie pendant 1 ou 2 générations en état de guerre. La guerre l'extraordinaire est devenu ordinaire. Et ça a transformé sans doute le comportement d'une partie de la noblesse. On peut parler sans doute de brutalisation du comportement aristocratique. L'âge d'or du duel, on peut croire que c'est paradoxal, mais en fait, c'est pas paradoxal, c'est sous Henri IV. C'est entre 1600 et 1610. Les jeunes gens de la noblesse se battent en duel comme jamais on ne s'est battu auparavant et comme jamais nulle part ailleurs en Europe on ne se bat. Donc il y a une brutalisation des mœurs, il y a une habitude de la violence, il y a des gens qui sont dans un esprit qui les incite à faire la guerre autrement que par les armes. Parce que pour un certain nombre de catholiques zélés, donc d'anciens ligueurs, la Ligue a échoué. La Ligue a échoué, certes, elle a réussi finalement en poussant le roi à se convertir d'une certaine façon, mais au fond elle a échoué. C'est la forme de catholicisme qu'elle défendait ne fonctionne plus, ne fonctionnera plus. Néanmoins, on va transformer cette énergie dans la multiplication des fondations religieuses. Le premier XVIIe siècle voit les fondations de couvents dans les villes françaises se multiplier comme jamais. Le nombre de gens dans les familles un peu importantes qui entrent dans les ordres n'a jamais été aussi important qu'au début du XVIIe siècle. Il y a des gens qui, leur énergie de reconquête catholique passe par d'autres formes, par les missions de reconquête. Madame Acari, qui introduit les carmélites espagnols à Paris au début du XVIIe siècle, qui est une femme de la bourgeoisie, dont le mari est un officier royal, mais très engagé dans la Ligue, et qui ne sera pas pardonné justement par Henri IV en 1594. Et elle était jeune femme au moment du grand siège de Paris de 1590, où tout le monde meurt de faim. Et elle raconte après que c'était le plus beau moment de sa vie.
D'avoir, voilà, elle a souffert au nom de Dieu, et après elle transforme cette énergie en autre chose, en créant des couvents. Il y a un traumatisme aussi quand même dans les populations qu'on retrouve notamment quand on a de nouvelles prises d'armes en 1620, où justement dans certaines correspondances, je parlais tout à l'heure des communautés protestantes, voilà, on retrouve des situations de pasteurs qui sont assassinés, et en fait je pense qu'il y a une crainte, surtout dans les années 1620, qu'il y ait une nouvelle étincelle qui réenflamme à nouveau certaines provinces. Donc effectivement, il y a un traumatisme qui reste et qui va quand même se transmettre d'une génération à l'autre. Le temple de Charenton, que les protestants ont construit au début du XVIIe siècle, donc à côté de Paris, puisque les protestants n'ont pas le droit au culte dans Paris, mais il est en banlieue, à Charenton, est détruit et brûlé par la foule parisienne dans les années 1620. Donc cette violence, elle est encore là. Elle est encore là. Henri IV a fait ce qu'il a pu à sa façon, mais il y a toujours des tensions, et Ravaillac assassine Henri IV en 1610 parce qu'il est convaincu que le roi n'est pas un vrai catholique, au fond. N'est-ce pas, au fond, la limite de la politique d'Henri IV qui annonce les tensions plus tard, et on a l'image du siège de La Rochelle, où finalement la monarchie se dit qu'elle ne peut pas accepter d'avoir sur son territoire des places fortes qui potentiellement peuvent devenir des places pour les ennemis, en l'occurrence les Anglais. L'État dans l'État. D'abord, l'État protestant, Richelieu, donc principal ministre à partir des années 1620, va travailler beaucoup effectivement à réduire la puissance de la noblesse et des villes protestantes, mais c'est dans un esprit de reconquête catholique. Le XVIe siècle, l'énergie, elle est protestante, pour dire les choses très simplement, luthérienne puis calviniste. Au XVIIe siècle, l'énergie est catholique. Le processus de reconquête se fait dans toute l'Europe, notamment en Allemagne, mais aussi en France. On est, et dans les années 1620, on est dans un esprit de reconquête. Louis XIII est dans cet esprit-là, mais Louis XIII ne remettra jamais en question l'édit de son père. L'édit de Nantes, c'est son père. Il ne peut pas toucher à son père. Mais la puissance militaire, les places de sûreté, les privilèges politiques, le droit de tenir des assemblées pour les protestants, tout ça, il va y mettre fin progressivement pour éviter effectivement des tensions à l'intérieur du royaume. Richelieu va raser les châteaux et finalement la puissance protestante symbolisée par La Rochelle, qui peut être pour les Anglais un moyen d'entrer dans le royaume, va être vaincu, et avec 1629, la fin des guerres, les protestants militairement, politiquement n'existent plus. L'idée de pacification, parce qu'il reste 5 minutes, l'idée de pacification est au fond au cœur de tout. Est-ce que Henri IV n'est pas la seule personne à avoir voulu cette pacification véritable, ce qui fait de lui un mythe dans l'histoire? Ce qui fait le mythe Henri IV, c'est qu'il est assassiné. Une fois qu'il est mort, on a pu fantasmer autour de sa personne. C'est Henri le grand, Henri le bon. Mais de son vivant, il y a beaucoup de tensions. Oui, encore. Il faut voir aussi, je pense que le concept de sortie de guerre est intéressant de ce point de vue-là. C'est que, comme pour beaucoup de guerres, c'est un processus assez long. Et finalement, Henri IV pose un jalon dans cette pacification. L'édit de Nantes n'est pas un aboutissement, c'est un jalon vers la pacification. Et plus qu'une pacification, on voit que c'est une sortie de guerre qui est mise en place par Henri IV. Et oui, les tensions perdurent à la cour, et les tensions éclatent à nouveau, effectivement, au moment de l'assassinat d'Henri IV. Et donc je pense que c'est aussi dans ce contexte-là, il y a les mémoires du duc de Sully, notamment, qui sont rédigées à cette période-là, et on commence, dès en fait, l'assassinat d'Henri IV, à construire ce mythe du roi pacificateur qui, finalement, effectivement, n'a pas réussi non plus à éteindre cette guerre civile dans tous les cas, et qui cette étincelle va mettre du temps à s'éteindre et va renaître assez régulièrement jusque dans les années 1600, je dirais 1630 au moins. C'est tout le décalage entre la volonté finalement et la réalité des résultats, en dépit de son pragmatisme, parce qu'on peut dire que Henri IV, sa première des qualités, c'est précisément son pragmatisme, c'est d'avoir abjuré le protestantisme précisément pour pouvoir activer la paix.
C'est quelqu'un qui s'adapte, mais ils essayent tous de s'adapter. Catherine de Médicis avant lui, Henri IV ensuite, ils essayent tout. Et finalement, leur rêve, c'est de réunir un jour tous les Français. Et derrière, il y a quand même l'idée aussi de la protection de l'autorité monarchique et de la monarchie. Et c'est ce qui pousse aussi dès les débuts certains catholiques à rallier Henri IV, c'est le fait de protéger la monarchie, de protéger la couronne. Il est à la naissance, il fait partie de ceux qui vont permettre l'absolutisme. Je me souviens d'une émission faite avec Lidwin Cordia sur Louis XI, voilà, sur la naissance de l'absolutisme. Est-ce que ça qu'a vécu Henri IV constitue une des causes du futur absolutisme? C'est le fondateur d'une nouvelle dynastie, les Bourbons, donc, qui vont voir en lui le début de tout. Hein. Donc forcément, Henri IV a tout inventé, les Valois n'existent plus, ils étaient tous décadents. Et donc on va célébrer Henri IV comme un prince extraordinaire. Et puis il est celui qui invente une forme de fidélité à la nation française, hein, le concept de bon français, de vrai français. On peut être protestant, on peut être catholique, on peut être un ancien rebelle. Ce qui compte, c'est de servir le roi et d'être au service de la nation. Eh bien, merci à tous les deux d'être venus parler de ce sujet si important, je crois, qu'est la sortie des guerres de religion. Vous avez dirigé, Nicolas Leroux, les guerres de religion chez Passé Composé, une histoire de l'Europe au XVIe siècle, coédité avec le ministère des Armées. J'ai oublié de le dire tout à l'heure. Et vous avez participé au livre de Guillaume Piketty, Sortir de la guerre, paru chez ce même éditeur, Passé Composé. C'est le tout premier chapitre qu'on peut consacrer, bien évidemment, aux guerres de religion. Sortir des guerres de religion, Henri IV et les nobles et la cour, de Fanny Giraudier, préfacé par Nicolas Leroux. Un livre paru aux presses universitaires de Rennes, une coédition avec le Centre de recherche du château de Versailles, donc au pur. Et puis, je l'avais reçu ici pour évoquer en fait la résistance autrichienne au nazisme, sous la direction donc de Jean Sévilla et de Jean-Christophe Buisson, les guerres civiles de la Renaissance à nos jours, une coédition entre donc les éditions Perrin et Le Figaro Magazine. N'hésitez pas, chers auditeurs, chers téléspectateurs, à aller dans nos archives sur ktotv.com. J'avais reçu Nicolas Leroux pour évoquer les guerres de religion, l'histoire des guerres de religion. N'hésitez pas aussi à aller chez notre partenaire storiavoce.com où je vous ai invité, cher Nicolas. Je vous remercie pour votre fidélité. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission de Risque de l'Histoire.